chez les Chaldéens, comme on dit, les Babyloniens, les Égyptiens, les Éthiopiens. Deuxième problématisation par rapport à cette première série de questions, sous quel type de philosophie? Le philosophie, c'est la nature spécifique de la pensée philosophique. Quel est le type spécifique de philosophie inventé par l'Afrique? Ça, c'est la deuxième grande question. Et là, nous allons apporter, nous avons dit qu'on faisait un exposé protractique, nous allons apporter des éléments qui permettent de ne plus discuter de ça à la légère, mais vraiment d'aller au fond des choses. Vous savez, le reproche, ça c'est Platon qui reprend ça, sur ce point il a été honnête. Il dit, les Égyptiens, à propos des Grecs, disaient, leur faisaient le reproche de ne pas aller au fond des choses. Or là, nous voulons aller au fond des choses. Troisième type d'interrogation, en quoi se constitue ce philosophé? Est-ce que ce philosophé est seulement connu par l'histoire de la philosophie elle-même qui prétend qu'il n'y a pas eu de philosophie, puisqu'on parle de la pré-philosophie au sujet du pays, de la terre qui a donné naissance à. On parle de la pré-philosophie, de l'avant-philosophie. Alors qu'il s'agit d'une terre qui a donné un type particulier de philosophie. Dernière question. Autorise-t-elle l'acceptabilité rationnelle? Autrement dit, est-ce que cette pensée-là se suffit dans sa démonstrativité, dans la puissance de sa cohésion logique, dans l'exigence de son argumentativité? Est-ce qu'il y a la suffisance de l'acceptabilité rationnelle des énoncés? Voilà l'interrogation. Arrivons maintenant au point 2. Vous allez d'autant plus comprendre le point 2 que Gomez tout à l'heure. D'accord. Alors je vais sauter cela, parce que le point 2 c'était nos travaux de publication sur la question. Je vais aller vite. Au colloque de 1996, aux 10 ans, comme nous on fait 30 ans, c'était les 10 ans qu'on fêtait à l'époque. 86-96. Voici le titre de mon texte là-bas. Thèbes ou Athènes, essai de résolution de la controverse sur l'origine de la philosophie. Donc la question que vous me voyez aborder là, elle est vieille avec moi. Nous habitons ensemble depuis des années, 30 ans au moins, où je suis sur cette affaire-là. C'est donc une question qui m'habite et que j'habite. Ensuite, dans les 2 premiers livres que j'ai écrits, ce que j'ai apporté, c'est la question des sources. Je ne vais pas insister, je vous y renvoie simplement. Puis il y a eu Origine égyptienne de la philosophie, où je fais une synthèse, je dégage 4 courants, 4 écoles de pensée philosophique. Et je rattache les penseurs à ces 4 écoles et les contenus. Et je fais une autre chose que nos historiens de la philosophie, même ici, ne font pas, le lien logique entre les courants. On ne peut pas parler d'histoire de la philosophie sans montrer le lien logique entre les courants. Il y avait ça un peu chez Diogène Laërce, mais après ça s'est un peu relâché, à mon goût. Ensuite, dans l'histoire de la philosophie africaine, je vous donne simplement les éléments que j'ai apportés en plus. Et il y a la nouveauté, c'est de donner l'argumentation au sein de ces courants, par rapport au dépassement de mon livre sur l'origine de la philosophie. Puis, assez récemment, j'ai fait 2 autres avancées. Je suis arrivé sur le terrain philologique. Donc la démonstration, je la fais aussi sur des notions qui permettent d'établir l'affaire grave de Cheranta Diop. J'entends Cheranta Diop dans son concept révolutionnaire d'antériorité.
s'il établit l'antériorité, on ne peut plus dire que cette chose n'a pas existé chez un tel puisqu'il a établi l'antériorité. Donc là, il s'agit d'établir l'antériorité formelle de l'activité philosophique en Égypte. C'est ça que j'apporte là-dedans. Autrement dit, ce n'est pas que des titres, parce qu'on va vous faire l'objection selon laquelle vous dites qu'il y a eu activité philosophique. Quels sont les philosophes? Quels sont les livres? Je cite donc les livres, je cite les courants, et j'établis que, par conséquent, il y a antériorité. Je précise aussi que ce que j'ai enseigné formellement depuis l'université de Libreville et que j'ai créé comme discipline au sein de l'institution universitaire, c'est un cours de philosophie égyptienne et d'épistémologie de l'égyptologie. C'est les deux enseignements que j'ai donnés, ce qui fait que normalement, Libreville devrait être outillé, mais comme j'en suis parti, je n'ai pas... vous voyez pourquoi c'est important de créer la relève. Parce que si la relève n'est pas établie, c'est comme dans les arts martiaux, l'école se meurt et on vient la défier parce que le maître n'est plus. Je le dis d'autant plus que, j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, le travail qui a été accompli est extrêmement sérieux. Quand nous parlons de Diop, il s'agit de 12 livres écrits de son vivant. J'ai compté à peu près une cinquantaine de thèses. Les livres sûrs, il s'agit vraiment de travailler avec sérieux. Et c'est vrai que je sais que là, ce matin, je suis entré dans la maison des fils héritiers. La maison des fils héritiers. Alors donc, je vais aller au 3 pour aller vite, parce que sinon on ne pourrait pas faire cette affaire-là. Taxinomie et multitraductibilité de la résolution du problème. Donc, c'est important de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, le DPM, le document philosophique Menfit. C'est vrai que les Allemands, pour avoir eu le mérite de retrouver cela, ont donc donné une traductibilité, on va dire, théologisante. Et ils ont dit le document théologique. En réalité, ils ont infléchi la philosophisité du document. En disant document théologique, Menfit, ils ont vidé le document de son pouvoir de rationalité philosophique. C'est pourquoi je dis document philosophique Menfit. Je suis sur un texte, le premier, merci. Je suis sur un texte qui va dérouler cette pensée-là. Donc, penser ces textes. Et je crois qu'il est important qu'on commence à penser ces textes-là pour que les gens voient la puissance de l'antériorité. Ce que antériorité philosophique veut dire. Antériorité mathématique, etc., etc. C'est bien qu'on revendique ça. C'est bien qu'on démontre ça. C'est meilleur qu'on médite en corps à corps avec ces textes. Ce qui est intéressant dans ces textes, je pose juste une question, je n'en poserai pas deux pour le point 1. Je pense, à mon avis, que la question soulevée par ce texte, aucun, je dis bien aucun, et c'est grave quand je dis aucun. Je dis aucun, ça veut dire que, en contournant l'histoire de la discipline, cette question, si elle a été timidement posée, elle n'est pas résolue. La question est la suivante. Je vais d'ailleurs la laisser ici parce que, subrepticement, je vais aussi faire des vocations, parce que l'égyptologie, vous avez vu, les égyptologues sont aussi philosophes. Donc en fait, je veux aussi susciter la vocation en votre sein pour ne pas laisser tomber cela. Je disais donc que la grande affaire, la question qui me semble être importante, il n'y a pas de théologien, ah si, c'est sûr que tu as fait également de la théologie, je vais formuler la question,
qui du nun ou du nature est antérieur? Alors, je repose cette question, je la repose en la retournant, puisque on va faire la traduction, on donne la traduction, on va donner la traduction. Celui qui me semble avoir vu ça un tout petit peu en philosophie, c'est Heidegger, parce qu'il fait la différence entre l'être et l'étant. L'être est tout ce qui est à l'origine, et il fait la différence entre l'être et Dieu. Et la question que nous avons ici se rapproche un peu de ça, mais elle est plus complexe. Puisque le nous, on nous a dit, c'est l'origine. Alors, est-ce que le nature est le commencement, ou est-ce que ce n'est pas lui qui est constitutif du nous, en lequel il fait advenance? Est-ce qu'il n'est pas lui-même cela qu'on appelle l'étendue, cette fameuse étendue des possibles? Bon, je ne veux pas y répondre, je vais simplement montrer que les interrogations posées par l'Égypte philosophe ne sont pas approximées, elles ne sont même pas approchées par l'ontologie fondamentale qui est considérée comme la mère de la réflexion philosophique. Cette question, elle est majeure parce que il faut y répondre. Si on traduit par Dieu, il est apparu dans le nun ou il est antérieur au nun? Est-ce qu'il peut être en même temps, c'est là qui est la condition de tout, en même temps dire qu'il est apparu? Alors on va hypostasier que lui, il vient donc après. Est-ce qu'on peut supporter logiquement une telle proposition? Donc, cette affaire-là, nous sommes en pleine théologie, en pleine ontologie. Mais une telle question n'a jamais été posée par toute l'histoire de la philosophie, encore moins n'a jamais été résolue. Nous sommes là avec le DPM. Nous sommes dans le premier texte. Il n'y a pas un texte philosophique apparu avant le DPM. Dans le monde entier, il n'y a pas un texte avant. Mais ce texte pose déjà ce problème extraordinaire. Est-ce que c'est Dieu qui est antérieur au nun? Est-ce que c'est le nun qui est antérieur? Ou est-ce qu'il y a consubstantialité? J'incline à cela. J'incline à la théorie de la consubstantialité. Je suis d'autant plus fondé à incliner à cela que nous disons qu'il y a la démultiplication du même en Égypte, la pensée de l'un et de l'autre, de l'un et du multiple. Je pense qu'une telle traduction n'est pas fausse parce que c'est le même qui se déploie comme non manifesté et comme manifesté. Et si nous prenons Iman, nous prenons donc les deux, Itan, ou Amon et Aton, nous voyons que c'est encore le même dans sa forme du caché et dans sa forme du manifesté. Le disque solaire d'un côté et de l'autre côté, l'étendue du mystère. Ce qu'ils ont appelé la philosophie des mystères, qui est la grande affaire par quoi je terminerai ici. Deux, la taxinomie. Hegel a dit, il n'y a pas de philosophie possible en Afrique. Si vous prenez les 5 principes avec lesquels il dit la chose, qui disent la même chose chez Hegel, il y en a 5. Il y a le concept, il y a l'idée, il y a Dieu, il y a l'histoire, et vous avez le concept, voilà, tous ces concepts-là, il ne peut pas les trouver en Afrique ou dans une civilisation qui n'est pas raffinée, qui n'ait pas eu un rapport avec le christianisme. Parce qu'il part du principe que dans le christianisme, il y a dialectique de ce qui est absolu, voilà, c'était le 5e mot, l'absolu,
pour dire Dieu, l'absolu s'est manifesté dans l'histoire. Et donc, pour lui, si l'absolu ne s'est pas manifesté dans l'histoire, ces cultures-là, il ne peut pas y voir la réflexivité philosophique. Il faut que l'absolu, ce qui est suprême, c'est encore ça qu'il appelle le concept, c'est encore ça qu'il appelle l'idée, c'est encore ça qu'il appelle l'histoire. C'est encore cela. Et maintenant, quand nous nous regardons, on se rend compte que ce qu'il appelle l'absolu n'a pas encore été pensé comme cela se devrait. En dehors des écoles plotiniennes, qui d'ailleurs étaient en Égypte, ça ne s'est pas fait ailleurs, où ils ont essayé de penser l'un, la puissance de la pensée de cela que nous appelons Dieu n'a pas encore été déployée. Il nous faut, cher Anta Diop a dit, avec l'Égypte, refaisons l'épistémologie des sciences de l'homme. Ce que j'ajoute, ce que nous ajoutons, c'est l'idée que, au contact des textes de cette Égypte, recommençons l'histoire des disciplines, telles qu'elles existent à tous les niveaux. C'est la même chose, nous disons la même chose. C'est simplement une déduction. À ce jour, là où on n'avait pas vu la philosophie, désormais nous avons 5 courants, nous avons 5 traditions. Au niveau de l'histoire, vous savez qu'il y a aussi 5 grands moments. Il y a la préhistoire, il y a les antiquités, il y a les temps modernes, enfin il y a le Moyen-Âge, il y a les temps modernes, et il y a les post-modernités. Je reprends les 5 courants qui existent, c'est important de les localiser. 1. La préhistoire. 2. Les antiquités. 3. Le Moyen-Âge. 4. Les temps modernes. Et enfin 5. Les post-modernités. Si un continent comme l'Afrique n'énonce pas une connaissance dans les étapes qu'il y a, ça c'est problématique. Pour ce qui est de la philosophie, on a retrouvé des choses dans l'Antiquité. Donc la période antique, elle est repensée. On a des choses dans la période médiévale. Donc il y a une philosophie africaine de la période médiévale, avec des courants. Il y a une philosophie africaine des temps modernes. Et c'est le nom de Hamon qui s'attache à cela. Et on sait comment ça fonctionne. Ce que je suis en train de dire, c'est que cela dont on a dénié l'existence, cela a des courants qui remontent à l'Antiquité, avec les textes des courants, qui remontent, on n'a pas encore au niveau de la préhistoire, mais à l'Antiquité, puisque la discipline ne naît pas avant, tout simplement. Et si vous avez les 5 courants qu'on vient d'énoncer, c'est valable pour toutes les disciplines. Il est important de donner les références, de les chercher tout au moins période par période. Et pour ce qui est de la philosophie, l'Afrique a comblé. On a des textes jusqu'à maintenant. Le fameux continuum qui était l'argument en vertu duquel on disait qu'il n'y avait pas de philosophie, puisqu'on n'a pas de texte, on n'a pas d'enchaînement, on n'a pas de récit chronologique. Cet argument est désormais battu en brèche. Il est battu en brèche. Donc, dans la taxinomie, je voudrais commencer par donc dire que la philosophie en Afrique a plus que refait son retard. Elle a repensé ses objets, elle a repensé la méthode, elle a même déroulé le récit de son histoire. 2. Technicité et autorité de la résolution philologique de la question. Alors là, c'est pour moi l'un des moments les plus importants, non seulement de cet exposé, mais de l'histoire de la discipline. On sait que il y a une typologie des arguments. Il y a l'argument historique qui veut que les Grecs
ait été élève des Égyptiens. On a établi l'historicité de ce fait important, enfin, pas seulement le revendiquer, mais établir l'historicité de ce fait. Et on a établi la scientificité de ce fait. Donc, ça devient irréversible en science. On sait aussi qu'il y avait l'argument grammatologique, c'est-à-dire qu'il faut des textes. On nous disait il n'y a pas, mais il y a les textes. Donc, l'argument grammatologique est aussi réglé au niveau de la typologie. Maintenant, quel est l'intérêt de la discussion sur la philologie en philosophie comme en égyptologie? Quel est l'intérêt du moment philologique? D'abord, la philosophie est une science qui étudie les filiations de manière rationnelle. Ça, c'est la philologie. Or, pour ce qui est de la Grèce, 3 grands philosophes disent que le mot lui-même, philosophie, n'est pas d'origine grecque. Alors, je vais vous citer les noms, mais les plus importants. Si encore c'était des philosophes mineurs, on pouvait relativiser la déclaration. Mais ce sont les plus importants. Un, celui qui est tenu pour être le premier des philosophes en Grèce, Thalès, le Milésien. Il dit cela. Pythagore dit cela, que le mot, Sophia, que ce mot-là, et qui dit encore cela? Platon, qui est considéré par une grande tradition ici comme le père de la philosophie, tout court. Il est considéré par plusieurs comme le père. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que dans métaphysique, métaphysique, il y a aussi mathémata. Donc, la philosophie est d'abord mathématique. Et comme il a beaucoup travaillé sur la géométrie, on oublie que c'est un avatar tardif de ce qui s'est passé en Égypte même. Toujours est-il que Platon le dit. Tout ce que je vous dis là, je vous renvoie au texte parce que nous sommes tenus par le temps, mais je veux simplement m'arrêter sur la démonstration que, une fois qu'ils ont dit ça eux-mêmes, qu'est-ce que le philologue fait? Il dit très bien, puisque vous-même vous dites que cette affaire n'est pas de vous, alors allons chercher l'origine. Vous voyez, ils disent que la philosophie est née en Grèce parce que c'est Heidegger qui parle, parce qu'elle parle grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des concepts de cette discipline sont dans la langue grecque. Et l'argument heideggerien, c'est de dire qu'elle sonne grecque, elle parle la langue grecque, donc vous ne pouvez pas dire qu'elle vienne d'ailleurs. Or, l'argument philologique vient réfuter cette affirmation extrêmement tyrannique, puisqu'elle ne discute pas sur la question des origines. La tradition asianique, l'Asie mineure, l'Asie mineure, la tradition asianique a établi que, en réalité, c'est le berceau de l'Asie mineure qui a donné naissance à la philosophie. Or, l'argument philologique vient objectivement mettre en difficulté la tranquillité de cette affirmation et nous établit qu'en réalité, allons sonder le mot. Alors là, je vous invite à lire les livres. Si je voulais tout vous donner, comme les Chinois qui nous avaient dit qu'ils n'aiment pas qu'on leur donne du poisson, mais il faut leur apprendre à pêcher. Aujourd'hui, ils nous donnent du poisson. Si je voulais faire comme ça, j'allais vous dire, voici la réponse. Je vous invite encore à lire. Obenga a proposé, plusieurs ont proposé, le terme que nous avons et qui, de manière formelle, fait le consensus des pairs, ce terme-là n'est pas grec. Exactement comme le mot Moïse. Si vous dites que Moïse est hébreu, et les philologues disent que Moïse, Moshe, ce n'est pas un mot d'origine hébraïque, alors allez interroger pour voir la déclinaison originaire de ce mot
Alors, quel est l'aspect terrible de la philologie? Si la philologie établit, c'est formel. Donc, vous ne pouvez plus venir nous dire que Moïse est, puisque la philologie a dit, il n'est pas, ce nom-là, ce n'est pas de leur tradition. Il y a donc l'autorité de l'argumentation philologique. On peut en dire autant de plusieurs. J'ai vu que même Gomez a fait au sujet d'Abraham, Ibrahim, en déclinant les définitions. La philologie refuse qu'on triche sur l'origine des mots et des choses. Donc, je termine cette démonstration-là, sur le point 3, je termine là, pour dire qu'il y a l'autorité de la résolution philologique de la question. Si Philaine et Sophia ne sont pas d'origine grecque, précisément Sophia, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nom de la chose n'est pas grec. Alors, allons maintenant interroger la déduction. Faut-il en déduire que les Grecs ne connaissent pas la philosophie? La déduction ne serait pas bonne. Mais la véritable déduction, c'est que ils n'en sont pas à l'origine. Voici ce que la philologie apporte formellement. Ils n'en sont pas à l'origine. Donc, ils l'ont connu. Dès qu'on dit ça, alors les philologues, les historiens de la philosophie, les égyptologues, parce que c'est eux qui connaissent la terre qui a accueilli, ouais, la souveraineté de ces trois discours, la philologie, l'égyptologie et, bien entendu, l'histoire de la philosophie, l'histoire des sciences. Alors, on va maintenant questionner, et en questionnant, on arrive à établir le lien. Je peux faire les démonstrations avec Israël. Vous avez une première démonstration, elle peut être une déposition archéologique. Et on va vous dire quelle est la seule preuve que ce mot soit apparu dans l'histoire. Hein? On va donner, ça c'est la démonstration archéologique, et puis on va vous dire, oui, mais bon, on l'a trouvé pour la première fois en Israël, en Égypte, la première fois que le mot Israël apparaît. Mais c'est un problème. Si vous avez un nom, et ce nom n'est pas le vôtre, alors, quand on découpe en Medu Nature, on se rend compte qu'il n'y a que deux déductions. Où ce peuple-là était effectivement là, c'est-à-dire que c'était un peuple de cette terre-là, et il a pu devenir ce qu'il est par la suite, mais originellement, ça c'est la souveraineté de la démonstration philologique. Je vais aller au point 5 pour terminer la partie 4 avant d'attaquer la dernière. Je disais donc, maintenant je vais formuler ça ontologiquement. La question qui dit que les choses viennent à l'histoire par elles-mêmes, nous appelons ça l'oséité, c'est-à-dire par soi-même, l'oséité ontologique, l'oséité métaphysique. Je vais ressolliciter mon ami. S'il vous plaît, le scribe. O-S-E-I-T-E, accent aigu, oséité. C'est une chose qui vient par elle-même. Rien ne fait qu'elle vienne. Elle vient par elle-même et elle ne sollicite pas l'extériorité. Elle vient par elle-même et se donne comme soi, sans avoir besoin d'un avant, sans avoir besoin de la condition. C'est pourquoi on l'appelle en philosophie l'inconditionnel, ou encore l'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de condition pour devenir sa propre condition, puisqu'il porte en lui et se pose comme sa propre existence. Cette question s'appelle la question de l'oséité ontologique. Or, quand vous regardez les cosmogonies, j'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, il est assez indicatif, vous vous rendez compte que l'Égypte, ensuite l'Afrique noire, nous ne distinguons pas. La première fois que l'argument de l'oséité ontologique s'est manifesté, c'est en Afrique.
Parce que c'était impensable. On dit en philosophie la pensabilité, c'est-à-dire dans la capacité de penser la chose, c'était impensable pour les autres. Qu'une chose vienne à l'existence par elle-même. Et nous arrivons à poser ça. Je peux dérouler comme ça des inconditionnalités inventées par notre pensée, parce que ce sont ces inconditionnalités qui vont donner la spécification au niveau de ces biens. Le point 5 de la démonstration, c'est que les premières histoires de la philosophie africaine, académique, sont écrites. Ce n'est pas seulement des textes, ce sont maintenant, pour parler d'histoire de la philosophie, il faut 1. Des auteurs, des philosophes, 2. Des courants de pensée, 3. Des filiations dans les deux causalités, oppositionnelles et dialectiques. Donc, qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les sépare? Et enfin, dans les méthodes et les résolutions des problèmes. Donc, les histoires de la philosophie s'écrivent. Ils ne veulent pas trop en parler ici, puisque les manuels continuent de dire la philosophie est née à tel endroit. Mais nous en sommes déjà là. 4. Le développement protreptique. Je vais ici développer un seul concept. Après, je vais vous... Voilà, il me reste 10 minutes. Je vais faire comme les philosophes, qui sont les pères de la mathématique. Même si aujourd'hui, on nous dit les mathématiques se sont tellement complexifiées que la philosophie est obligée d'avoir du mal de le penser totalement. Alors on parle aujourd'hui des épistémologies mathématiques. Mais avant, c'est la philosophie qui était la mère de toutes ces sciences-là. Pour dire ceci, la question, là je réponds à la grande question, je vais faire 5 minutes pour dire que, même moins, 2 minutes, pour dire que la philosophie que l'Afrique a inventée, c'est elle qui a pour nom la philosophie des mystères. Mais mystère pas au sens théologique. Mystère au sens de la complexité, de l'énigmaticité. Les mystères. Maintenant, il faut que je dise le concept, parce que si je fais sans dire le concept, les maîtres vont m'objecter, c'est très bien, vous avez inventé la philosophie des mystères, mais donnez-nous le concept. Donc je le donne maintenant, en ancien égyptien, c'est Séchat. Vous connaissez le nom qu'on a donné au Christ, Ker, Séché, regarde bien. Et vous savez la réplique de Djéhouti, de façon pareille. La réplique de Djéhouti, Dieu, je n'aime pas beaucoup ces concepts. On va dire, je vais parler avec les notions elles-mêmes. Père de l'écriture, les sciences, et Séchat, elle a exactement les mêmes attributions, mais au féminin, puisque vous savez que, et là c'est la deuxième chose que la pensée invente chez nous, la gémellité. Il est où la gémellité? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de féminin sans le masculin, il n'y a pas de nuit sans le jour, il n'y a pas de suffisance monologique. L'unicité n'atteint sa profondeur que lorsqu'elle se multitraductibilise. À ce moment-là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de fondamental. Oui, gémellité. G-E-M-E-2-L-I-T-E, accent aigu. Vous savez que cette affaire dont nous parlons là, si on fait des applications en politologie, ça veut dire qu'il n'y a pas de pharaon sans pharaon. Bon, vous voyez, on est obligé d'utiliser ces mots-là pour que vous nous entendiez. Je suppose qu'il n'y ait pas que des égyptologues. On va dire phara, on va dire père A, pour ceux qui entendent les lettres carrées. J'appelle ça les lettres carrées, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Pour ceux qui entendent les lettres carrées, père A.
Père va avec père, hâte. Hâte. Puisque c'est la gémilité. Il n'y a pas, vous voyez la traduction politologique, on ne peut pas donner le pouvoir à l'un sans l'autre. Encore que il soit établi que de l'autre côté, ce côté-là des mystères, ça c'est l'une des fondations de cette affaire de mystère, la gémellité. C'est pourquoi il y a deux maths. C'est pourquoi quand vous arrivez, il y a deux maths. C'est pourquoi quand vous allez dans la douate, vous vous rendez compte, d'ailleurs dans doua, c'est à la fois prier et louer. Doua, à la fois prier et louer. Et vous avez des pleureuses, et vous avez de l'autre côté, au niveau de la psychostasie, la balance qui pèse le cœur. Quand vous regardez, vous avez, ils ont traduit par monstre, qui jettent ceux qui n'ont pas de dignité d'être. En réalité, il est établi que Washire verse des larmes lorsque quelqu'un, la balance penche du mauvais côté. En fait, rien ne doit être perdu. Nous avons une conception de l'anti-perdition. L'anti-perdition. C'est pourquoi, quand vous regardez, là je fais deux applications en politologie, je fais maintenant une en théorie du droit. Quand on juge chez nous, nous avons une conception mathématique du jugement. Nous prenons des bâtons. Dans ma culture, et quand j'ai un problème avec mon frère Gomez, je dis, mon frère, voilà ce que tu m'as fait. Est-ce que tu es d'accord? Oui, j'ai fait. Je prends le bâton 1. Ces bâtons ont un rapport avec les Medu Nature. Je n'ai pas le temps de vous expliquer la chose, mais ces bâtonnets-là, ces bâtons viennent vous accuser 1. Ensuite, mon frère me dit, oui, mais attention, toi, tu m'as fait ça. On prend un bâton, on équilibre. Et après, on fait de la mathématique, on calcule. Ce n'est pas la justice hasardeuse. Nous avons une conception mathématique de la justice. Quand on a fini de compter, lui et moi, on sait que j'ai tort sur mon frère. Mais après, quand on a fait ça, on annule maintenant le principe de perdition et on dit il faut les réconcilier. À cause de cette gémellité que vous voyez là. Il faut maintenant les réconcilier parce que nous avons compris que l'un a eu tort sur l'autre, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant dépasser les contradictions et les réconcilier, puisqu'il y a la gémellité que vous voyez là. J'ai fait une application en politologie, une autre en théorie du droit. Je referme, je boucle maintenant avec le développement protractique. Vous voyez la Mahat là dont on parle, elle exige trois choses. Je vais les dire en logique maintenant. On a dit, moi je dis la calculabilité, donc la vérité, la calculabilité. On a dit en 2, la justice, je dis maintenant en logique, la prédictibilité équitable. Et puis on a dit 3, l'équilibre, l'ordre. Je dis maintenant en logique, c'est l'harmonique. L'harmonique. La question pour nous, c'est d'inviter à penser ces concepts de façon à ce qu'ils aient une résonance dans l'ici et maintenant. Que ça nous aide à penser plus. Cette affaire de maths dont je viens de parler en une seconde, mais comment voulez-vous vivre une Afrique qui se détourne de la calculabilité? L'Égypte est grande à cause de la calculabilité. Premier principe du maths, de la maths, donc si j'en prends 3. C'est parce que l'Égypte calcule tout ce qui se fait. Calculer au sens noble, c'est-à-dire la prédictibilité. Je fais ça, si je fais ça, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Et on peut anticiper. Tous nos jeux en Afrique sont fondés sur la calculabilité, la prédictibilité. Nous, on joue au songo, les Fang et Kang jouent au songo. Nous pouvons anticiper sur 25
25 poussées à cause de ce que, là c'est une autre révélation que je fais, je suis